Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le président sortant, sera candidat à sa propre succession pour l'élection présidentielle de décembre 2023. Il a été choisi à l'unanimité par les membres du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour les représenter lors de ce scrutin. Plus de détails dans ce journal. Renforcement des relations bilatérales entre l'Angola et le Brésil. Le président angolais João Lourenço a reçu son homologue brésilien Lula da Silva le samedi 26 août à Luanda, la capitale. 7 accords de coopération économique ont été signés entre les deux parties. Et puis, décryptage de l'actualité sportive avec notre journaliste sportif José Douglas. Il reviendra notamment sur le championnat du monde de basket et sur le mondial de l'athlétisme. Il fera également le point sur le mondial de football féminin et sur la Coupe du monde de rugby. Le président Félix Tshisekedi sera le candidat du parti l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il a été choisi par les membres de l'UDPS ce samedi 26 août lors d'un congrès extraordinaire à Kinshasa, la capitale. Il a été également renouvelé pour 5 ans à la tête de la formation. Cette désignation lui ouvre les portes pour briguer un second mandat. Les détails dans ce reportage de Joël Mbalo. Le président Félix Tshisekedi représentera une fois de plus l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Ce choix unanime a été fait le 26 août lors du lancement des activités du congrès extraordinaire de l'UDPS à Kinshasa. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est investi candidat de l'UDPS Tshisekedi à l'élection par scrutin direct du président de la République qui sera organisée par la Commission électorale nationale indépendante le 20 décembre 2023. Élu président de la République le 30 décembre 2018, Félix Tshisekedi avait publiquement émis le désir de briguer un second mandat à la tête de la RD Congo. Le candidat de l'UDPS bénéficie, en plus du soutien de tous les partis de la plateforme Union Sacrée, du soutien de l'Union pour la nation congolaise, dirigée par Vital Kamerhe. En plus de sa candidature confirmée au scrutin présidentiel, le mandat du chef d'État congolais en tant que président national de l'UDPS a également été renouvelé pour 5 ans. Article 1. Le mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de l'UDPS Tshisekedi, suivant la résolution numéro 05, UDPS, CON-ESTRA, 2018, du 31 mars 2018, est renouvelé pour une période de 5 ans. Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Adolphe Muzito font partie des personnalités politiques qui ont exprimé leurs ambitions pour la présidentielle qui se tiendra en décembre 2023 selon la commission électorale. Cependant, l'absence d'union autour de l'opposition semble donner toutes les chances au président sortant de briguer un nouveau mandat. La Namibie et la Tanzanie veulent renforcer leur coopération économique bilatérale. Une série d'accords dans des secteurs clés tels que les mines, l'agriculture, l'éducation, le tourisme ou les infrastructures ont été signés. L'objectif visé est de développer leurs économies respectives et de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour leur population. Un sujet de Samantha Saberou Sabubanga. Approfondissement de l'intégration économique entre la Namibie et la Tanzanie. Les deux pays ont réalisé qu'il était dans leur intérêt mutuel de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements afin de stimuler leurs économies respectives et de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour leur population. Dans cette optique, plusieurs accords ont été signés entre la Namibie et la Tanzanie pour faciliter les échanges commerciaux et encourager les investissements avec l'entrée dans la phase de diplomatie économique entre les deux pays. À la lecture de ces accords qui ont été signés entre la Namibie et la Tanzanie, nous pouvons que nous réjouir de ce commerce intra-africain qui est promu à travers ces deux pays. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une stratégie qui est en train d'émerger en Namibie, puisqu'on sait qu'il y a des gisements qui ont été trouvés, qui vont permettre en tout cas de multiplier
par 3, notamment ses richesses sur le plan national. Par ailleurs, les deux pays jusqu'à présent ont une économie qui est très dépendante des produits manufacturés et qui ont tendance aussi à être très tributaires et dépendants de grandes nations sur le plan international. C'est-à-dire que non seulement leur géolocalisation font qu'ils appartiennent à des entités sous-régionales différentes et que jusqu'à présent, les pays africains demeuraient en tout cas très minimes dans le rapport et dans le commerce intra-africain. Ces accords comprennent des accords de promotion et de protection des investissements qui garantissent la sécurité juridique des investisseurs ainsi que des accords de coopération économique dans des secteurs clés tels que les mines, l'agriculture, le tourisme et les infrastructures, échange de programmes éducatifs et d'engagement du secteur privé. Des initiatives conjointes ont également été lancées pour promouvoir le commerce entre les deux pays. Donc, il y a des mobiles d'encouragement à ce que ces accords soient signés. C'est une marque de bonne volonté entre les deux pays. En revanche, ce qu'on peut subodorer dans la pratique, il se peut qu'il y ait encore quelques embûches à ce que ce partenariat puisse être présent de manière prégnante dans les échanges commerciaux. En outre, des projets d'investissement conjoints ont été lancés dans des secteurs stratégiques. Par exemple, des entreprises namibiennes ont investi dans l'exploitation minière en Tanzanie, tandis que des entreprises tanzaniennes se sont tournées vers la Namibie pour investir dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture. Les relations bilatérales entre la Namibie et la Tanzanie dans le domaine économique ont été bénéfiques pour les deux pays. Ils ont contribué à diversifier leurs économies, à créer des emplois et à renforcer leurs liens commerciaux. Ces efforts diplomatiques et économiques continuent d'être renforcés et développés afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes par les deux pays et de stimuler leur croissance économique durable. Dans le reste de l'actualité, le président angolais, João Lourenço, a reçu son homologue brésilien, Lula da Silva, ce samedi 26 août à Luanda, la capitale. Au terme de 2 jours de visite officielle, 7 accords de coopération ont été signés. Les deux États souhaitent contribuer à l'essor économique mutuel de leur nation. Joël Mbalo. L'Angola prévoit une croissance économique de 3% en 2023 qui devrait passer à une moyenne supérieure à 3,6% d'ici 5 ans. Pour y arriver, le président João Lourenço entend renouveler des accords de partenariat. C'est le cas avec le Brésil. Le 25 août 2023, les deux chefs d'État ont signé 7 nouveaux accords de coopération bilatérale pour booster conjointement leur économie. Au financement de nouvelles infrastructures s'ajoute un mémorandum d'accord dans les domaines de l'agriculture, de la santé, du traitement des données, du tourisme, du transport de marchandises, de la défense et du soutien aux micro et petites entreprises. Le Brésil a mis en place par le passé une ligne de financement qui a grandement contribué à la construction d'infrastructures importantes de production d'énergie électrique telles que les centrales hydroélectriques de Campanta et de Luca, la rénovation des routes et d'autres projets tout aussi importants dont la dette a été entièrement remboursée dans les délais convenus. C'est la première visite du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva depuis le début de son 3e mandat le 1er janvier 2023. Après quelques années en retrait, le gouvernement brésilien estime que les deux pays sont les partenaires idéaux pour mener à bien la révolution agricole en Afrique, ce qui devrait contribuer à assurer la croissance économique et la sécurité alimentaire de la population. O Brasil tem condições de voltar a ser grande parceiro de Angola. Le Brésil a le potentiel de redevenir un grand partenaire mondial dans ses actions. L'initiative renforcera la planification des ressources et l'organisation des chaînes de production, permettant de transformer les terres irriguées en ressources pour la sécurité alimentaire et les mouvements sociaux. Au cours de cette visite, le président angolais João Lourenço a décoré son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva de l'ordre Antonio Agostinho Neto, un diplôme unique décerné aux nationaux et étrangers, en particulier aux chefs d'État et de gouvernement et aux dirigeants politiques. En Ouganda, l'importation des vêtements usagés est désormais interdite. Selon le chef de l'État ougandais, Yoweri Museveni, cette interdiction devrait propulser le développement local du secteur
du textile, pays producteur de coton, l'Ouganda a importé en 2020 90% de son or blanc sous forme de fibres brutes. Les détails de Marie-Raphaël Tolo. Le président ougandais Yoweri Museveni a interdit l'importation de vêtements usagés dans ce pays d'Afrique de l'Est, affirmant que cela étouffe le développement des industries textiles locales. Cette décision intervient dans un contexte marqué par des plaintes des producteurs locaux de textiles contre la surabondance des vêtements d'occasion sur le marché ougandais. We are going now to stop the importation of second-hand clothes. Nous allons cesser l'importation de vêtements usagés. Nous voulons d'ailleurs remercier les investisseurs qui ont investi dans le textile dans le pays parce qu'ils m'ont donné la force d'abolir l'importation de vêtements usagés. To chase away second-hand clothes. Comme la plupart des pays africains, l'Ouganda importe traditionnellement de grandes quantités de vêtements de seconde main que certains consommateurs préfèrent parce qu'ils sont peu coûteux. Le dumping des vêtements d'occasion est de l'avis de certains experts à l'origine du faible taux de production de l'industrie vestimentaire sur le continent. En 2015, l'Afrique de l'Est a importé 151 millions de dollars de vêtements et chaussures usagés principalement d'Europe et des États-Unis. Our investors are making Nos investisseurs font des mètres et des câbles électriques et c'est dans ce sens que j'ai ordonné à toutes les cellules gouvernementales de dorénavant et uniquement acheter des câbles dans les usines de nos investisseurs dès septembre. They must buy these meters from starting 1st of September. Rappelons que l'Ouganda est un important producteur de coton, mais une grande partie de celui-ci est exportée sous forme semi-transformée. La valeur de ces exportations de coton se situe entre 26 et 76 millions de dollars par an au cours de la décennie jusqu'en 2022, selon la Banque centrale ougandaise. Le président ougandais Yoweri Museveni a également annoncé que cette interdiction s'étendra aussi aux compteurs d'électricité et aux câbles électriques, affirmant qu'ils devraient être achetés dans des usines en Ouganda. Ouvrons à présent notre page sportive avec notre journaliste sportif Zosé Douglas. Bienvenue Zosé. Merci Aïssatou. Les championnats du monde d'athlétisme viennent de se terminer. Certains pays africains ne reviennent pas bredouilles et gardent une certaine hégémonie dans des disciplines. Quel est le bilan dans la catégorie hommes, Zosé? Oui, alors parlons tout d'abord, Aïssatou, d'un étudiant burkinabé, Hugues Fabrice Zango, né le 25 juin 1993 à Ouagadougou, spécialiste du triple saut. Il est champion du monde 2023 et triple médaillé aux mondiaux en bronze à Doha en 2019 et en argent à Eugène en 2022, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Il détient le record du monde de triple saut masculin en salle en réalisant un saut de 18,07 m. En 2022, il conserve son titre au championnat d'Afrique qui se déroulait à Saint-Pierre-à-Maurice. Une tête bien pleine également, car il est major de promotion du master électronique énergie électrique automatique et termine sa thèse en ce moment du côté de Béthune, en France. C'est dans la faculté des sciences appliquées. Autre pays avec l'Ouganda qui a encore frappé un gros coup avec Victor Kiptanga, champion du monde de marathon et n'a laissé aucune chance à ses adversaires. L'Ouganda toujours avec Joshua Cheptegei qui décroche la médaille d'or sur 10 000 mètres, troisième titre consécutif. Et puis les Marocains, toujours présents pour les fonds et les demi-fonds, et Soufiane El Bakali a donné une médaille d'or à son pays sur le 3000 mètres steeple, mettant fin à l'hégémonie des Kenyans. Et avant d'enchaîner, un petit mot à propos du Botswana, Elessal Tebogo, le prodige du sprint, et plus précoce, dit-on, qu'Usain Bolt, il est devenu vice-champion du monde du 100 mètres. Saluons donc cette performance. Qu'en est-il pour la catégorie dames? Alors, commençons par la Kenyane Faith Kipyegon, championne du monde du 1500 et 5000 mètres. Faith, qui est née le 10 janvier 1994 à Bomet dans la vallée du Rift, spécialiste des courses de fond et de demi-fond, double championne olympique du 1500 mètres en 2016 à Rio et en 2021 à Tokyo, et triple championne du monde de cette distance en 2017 à Londres, en 2022 à Eugène et en 2023 à Budapest. D'autres femmes ont crevé l'écran, comme l'Éthiopienne Goudaf Zegei, qui a été sacrée championne du monde de 10 000 mètres. Goudaf, qui est née le 23 janvier 1997
est une spécialiste des courses de fond, championne du monde du 5000 mètres en 2022 à Eugène sur le 10 000 mètres, et la Kenyane Mary Moraa sur le 800 mètres pour son premier titre mondial sur la distance. Elle a 23 ans et réalise un exploit en battant la championne olympique du monde en titre, l'américaine Eting Mou. Et vous avez bien sûr recueilli l'avis d'un spécialiste sur ces championnats du monde d'athlétisme, José. Oui, c'est Harry Meffon, spécialiste justement, et qui est entraîneur, qui nous dit ce qu'il pense de cette hégémonie des athlètes américains et jamaïcains. Il faut d'abord se rappeler qu'à partir des années 60, en Californie, avec l'école du fameux entraîneur Bud Winter, qui à l'université de San José a créé une nouvelle école de sprint moderne, qui a créé les premiers grands champions qui ont descendu sous les 10 secondes. Alors c'est dans les années 60, alors je pense à Tommy Smith. Harry Meffon met l'accent également sur le travail de ces athlètes. Mais il y a surtout des formes de travail américains qui ont été transposées en Jamaïque et qui ont fait réellement de ce qu'on voit actuellement, avec aussi le phénomène Bolt, une sorte de culture qu'on peut voir qui s'est surtout transférée chez les hommes mais aussi chez les femmes, et on peut voir les Fisher Price, les Sheikha Jackson et tous les jeunes aussi qui arrivent, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, donc qui fait que c'est une très grande proximité et avec une émulation terrible qui fait que le sprint est une affaire réellement, je dirais, américaine. Et ce qu'on peut dire aussi dans les 20 dernières années, c'est que le barycentre du sprint mondial est tourné, surtout dans la Caraïbe, en rappelant quand même aussi de grands sprinters des Caraïbes. Je pense à Ashley Crawford en 1976 et aussi bien entendu notre bambuc national des années 60. Autre actualité, les mondiaux de rugby qui approchent à grands pas. Le coup d'envoi sera donné le 8 septembre en France. Quelles sont les nations qui représentent le continent à ce grand rendez-vous, José? Oui, Aïssatou, ça sera la Namibie et l'Afrique du Sud. La Namibie qui évoluera en groupe A avec l'Italie, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Et l'Afrique du Sud avec le groupe B où nous retrouvons l'Irlande. Il y a également la Roumanie, l'Écosse et Tonga. Le 10 septembre, Afrique du Sud, Écosse et le 15, Nouvelle-Zélande contre la Namibie. Quelles sont les chances de nos deux nations? L'ex-pro franco-ivoirien Thierry Dussautoir nous répond. Alors là, ce sont deux pays qui sont abonnés aux Coupes du Monde, finalement, qui sont naturellement, auxquels on pense naturellement lorsqu'on pense rugby africain. L'Afrique du Sud, ça reste quand même l'une des meilleures nations du monde. Il y a une probabilité pour que l'équipe de France la rencontre lors du quart de finale de Coupe du Monde. Et pour clore cette riche actualité sportive, quels sont quelques mots sur les mondiaux, José, sur le basket? Oui, tout à fait. Un mondial qui se déroule donc conjointement aux Philippines, au Japon et en Indonésie, la 19e édition, justement jusqu'au 10 septembre. Aïssatou, 5 pays nous représentent. En Angola, ce sera pour le groupe A, Soudan du Sud en groupe B, l'Égypte en groupe D, le Cap-Vert en F, la Côte d'Ivoire en G. Nos équipes se sont bien comportées lors de la première journée. Chine-Soudan, le Soudan du Sud l'emporte avec 20 points d'écart, s'il vous plaît, 89-69. Venezuela perd devant Cap-Vert 81-75. Et la Côte d'Ivoire bat l'Iran seulement de 2 petits points d'écart, 71-69. Ce mardi 29 août, Angola, République dominicaine, et nous venons à l'instant de recevoir les résultats. C'est l'Angola qui perd devant la République dominicaine, 75-67. Et l'Égypte a écrasé le Mexique, 100-72, 28 points d'écart. Ce mercredi, Soudan du Sud Serbie, et Côte d'Ivoire, Brésil, et Slovénie, Cap-Vert. Nous avons été complets. Merci José pour ce décryptage de l'actualité sportive. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.